Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, c'est l'heure d'un autre rendez-vous quotidien après le journal, c'est le MAG, 10 minutes pour aborder un sujet, poser les choses, avoir le temps de poser les choses. Alors on parle histoire ce soir dans le MAG avec mon invité Christian Carenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Étampes Histoire avec qui on fait une série d'émissions sur l'histoire d'Étampes et de sa région. Alors on a commencé avec vous la dernière fois un cycle d'émissions sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu à Étampes. On est revenu dans cette première émission sur l'historique global de cet Hôtel-Dieu. Pour cette deuxième émission, on va voir un peu les évolutions des missions de l'Hôtel-Dieu et de voir que finalement on passe au début du simple accueil, d'un accueil général, on va dire, avec des missions diverses et variées, et notamment l'accueil des pèlerins, et que peu à peu, l'Hôtel-Dieu va se spécialiser dans les seuls soins médicaux. Alors, pour bien poser les choses pour nos auditeurs, à la base, l'Hôtel-Dieu, quelles sont ces missions de l'Hôtel-Dieu ? Alors, lorsque la décision a été prise que les évêques devaient installer des établissements pour accueillir tous ceux... Alors, le terme, c'est tous les sujets de Jésus-Christ qui en ont besoin, qui souffrent. Et donc, ça pouvait être des pèlerins fatigués qui venaient se reposer, ça pouvait être les femmes enceintes, ça pouvait être des invalides, ça pouvait être des pauvres, tout simplement. Et donc, on accueillait tous ces gens-là, à la fois pour soigner quand il y avait besoin, mais aussi pour soigner les corps, mais aussi pour soigner les âmes. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'évangélisation en même temps. Donc on soignait à la fois le corps et l'esprit. Donc il y avait des missions assez larges. Qu'est-ce qu'on recevait quand on venait sur place, dans l'Hôtel-Dieu ? Alors quand on se présente à l'Hôtel-Dieu, on est reçu au départ par des communautés laïques, mais aussi ensuite par les sœurs. On reçoit un lit pour dormir, on reçoit des repas. S'il y a besoin de soins, bien sûr, on peut être soigné. Et donc on reste, pour ceux qui sont de passage, on reste 1, 2, 3 jours pour se reposer, puis on repart. Et puis, alors, dans les populations locales, il y avait aussi, bien sûr, des soins aux malades ou bien aux femmes enceintes. Et donc, dans ce cas-là, on restait, bien sûr, un peu plus longtemps. Les soins, au départ, étaient donnés par les religieuses. Et puis petit à petit, il y a eu les médecins qui sont intervenus. Alors on l'a vu au cours de la première émission, les hôtels-dieux accueillaient beaucoup de pèlerins, puisque ce n'est pas anodin, les hôtels-dieux se situaient sur les routes de pèlerinage. Ils sont sur les routes de pèlerinage. À Étampes, par exemple, c'était la voie qui allait vers Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis Paris jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais tous les hôtels-dieux sont situés effectivement sur ces lieux de passage très importants. Alors, jusqu'au XVIIe siècle, il est difficile finalement de faire la part entre ceux qui viennent à l'Hôtel-Dieu pour recevoir des soins parce qu'ils sont malades et ceux qui venaient pour s'y reposer. Oui, parce qu'on a peu de documents jusqu'au XVIIe siècle, on a peu de documents précis. On sait qu'il y avait cet accueil des pèlerins et qu'ils n'étaient pas spécialement malades, mais qui restaient seulement pour se reposer. Et donc, c'est très difficile de faire la distinction entre les deux. À partir de la fin du XVIIe, et Louis XIV qui établit un règlement, on sait exactement combien de temps restent les gens de passage, combien de temps ils sont soignés. Quelquefois, on a des noms de maladies. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait exactement, il y a des registres obligatoires. À partir de 1708, on ordonne aux sœurs de tenir un registre régulier des entrées, des sorties, des maladies, du nombre de séjours. Alors il y a aussi un siècle qui est un tournant dans cette évolution des missions de l'Hôtel-Dieu, c'est qu'à partir du XVIe siècle, on va voir des vraies évolutions dans la médecine. Alors c'est les progrès de la médecine, oui, c'est le tournant à partir des travaux de Paré, par exemple. Donc il y a des médecins qui s'installent dans la région. On en trouve à Méréville, on en trouve à Étampes. Alors il y a soit des chirurgiens, dans les campagnes c'était plus des chirurgiens, dans les villes c'était plus des médecins de ville. Et donc c'est à partir de ce moment-là où les progrès de la médecine vont être tels que dans l'Hôtel-Dieu on va soigner un petit peu plus et un petit peu mieux les gens qui sont vraiment malades. Donc évolution de la médecine au XVIe et au XVIIe et XVIIIe siècle, encore une autre évolution, c'est que l'Hôtel-Dieu va salarier, alors je ne sais pas si le terme est juste, mais salarier des médecins. Oui, on a les sœurs tenaient aussi, dans l'Hôtel-Dieu, il y avait des registres toutes les semaines, le bureau d'administration qui était composé donc d'élus et des médecins se réunissait. Et on a donc les délibérations.
Et on a trace des délibérations qui instituent des visites régulières de médecins avec des appointements. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il y a des médecins qui, en permanence, alors ils exercent aussi dans la ville ou dans les campagnes, mais ils exercent régulièrement à l'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là on a exactement quels sont les soins, quelles sont les maladies. Il y a un chercheur, enfin un historien qui s'appelle Jean-Philippe Crossi, qui a beaucoup étudié justement toutes ces maladies, suivant les saisons, suivant les populations, etc. Parce que là, on a des registres suffisamment précis. Alors on voit les différents médecins qui sont passés grâce à ces registres. On note par exemple Boncerf qu'on avait croisé dans une autre émission sur Sensation. C'est ça, voilà. Donc Boncerf, c'est un des médecins, enfin ils sont tous, mais Boncerf est très connu. Il a fait beaucoup d'études sur les maladies dans la région d'Étampes, dans les communes autour, sur les conditions de vie, sur les conditions d'hygiène. C'est lui qui, à la fin du 18e, regrette un petit peu, par exemple, l'utilisation de lits d'hôpitaux pour justement non pas des malades, mais par exemple à Étampes, pour des vieillards qui ne sont pas malades, mais qui ont besoin, parce qu'ils n'ont aucune ressource. Il n'y avait pas de retraite, bien sûr, à l'époque. Et donc, on accueille ces vieillards qui ont 60, 70, 80 ans. Et Boncerf dit, mais c'est bon, nous, on a des malades, il faudrait qu'on ait des lits. Et ça fait moins de place pour les malades. Ouais. Alors, à la suite, justement, de ces revendications des médecins, c'est pour ça qu'on va prendre la décision de construire un asile de vieillards. Alors, il y a un petit coup de chance, parce que bien sûr, c'est des sommes importantes. Mais en 1820, il y a un riche Étampois, qui est mort à Paris, mais qui était Étampois, et qui a fait un legs très important, qui s'appelle François Beaugin. Et donc, avec cet argent, on va pouvoir construire un bâtiment pour accueillir les vieillards, les entretenir. L'ancêtre des maisons de retraite. C'est l'ancêtre des maisons de retraite. Une autre évolution importante au 19e siècle, alors vous parliez tout à l'heure, Christian Carenton, de médecins, de chirurgiens qui s'installaient dans la région d'Étampes, mais on ne distinguait pas encore tout à fait ces deux spécialités. C'est à partir du 19e siècle qu'on va distinguer médecine et chirurgie. Voilà, les premiers médecins, alors il y avait deux catégories. Dans les campagnes, c'était plutôt des chirurgiens. Alors c'était même des chirurgiens barbiers, c'est-à-dire qu'ils faisaient des incisions, ils faisaient des saignées, des choses comme ça. Et puis, il y avait quelques médecins, mais à partir du 19e, il y a vraiment cette évolution de la médecine. Et à partir de 1830, 1820, 1830, dans les registres, on a vraiment cette distinction entre les gens qui viennent pour soigner une maladie ou des gens qui viennent pour de la chirurgie, bras cassés, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on sait exactement quelle est l'évolution des maladies et des besoins de chirurgie. Alors on arrive à la fin de cette émission avec cette dernière évolution au XXe siècle. On va voir si j'y arrive. Laïcisation, c'est la laïcisation de la médecine. Oui, c'est une des études qu'on peut faire. Depuis 1630, ce sont des sœurs Augustines qui gèrent la vie quotidienne dans l'établissement. Et en fait, malgré la Révolution en 1789, où pendant une petite période, on leur a demandé de quitter l'habit religieux, malgré en 1906 la laïcisation des hôpitaux institués en France, en fait, les sœurs continuent d'exercer pratiquement jusqu'à la fin dans l'Hôtel-Dieu d'Étampes. C'est une des particularités d'Étampes d'avoir conservé cette communauté augustine. Donc finalement, c'est au XXe siècle qu'on arrive à cette seule mission de soins aux malades. Et alors, au cours du XXe siècle, il y a la seule mission, mais les sœurs continuent, même pendant ce temps-là, continuent d'être là, d'être présentes. Mais c'est uniquement, l'hôpital devient vraiment l'hôpital moderne qu'on connaît. Et puis, à partir de 1960-1980, c'est la construction du nouvel hôpital, où là, il ne sera plus du tout question d'Hôtel-Dieu, mais de l'hôpital moderne qu'on connaît aujourd'hui dans le quartier du Petit Saint-Marc. Alors dans une prochaine émission, on continuera notre cycle sur l'Hôtel-Dieu en parlant de la gestion administrative de l'Hôtel-Dieu. C'est le moment de vous remercier. Merci Christian Carenton d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, membre de l'association Étampes Histoire. Et si vous voulez plus d'informations sur cette association, ses différentes recherches, conférences, il y a ce site internet, le www.etampes-histoire.fr. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.